Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans le bilan culturel du mois de janvier et juste avant je voulais remercier ceux qui m'avaient fait des petits retours sur la vidéo bilan de cette année-là et on va tout de suite commencer avec les films. J'ai commencé le mois en regardant Don't Look Up qui est du coup un film avec un casting assez important de type Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, etc., qui est en fait une satire sur la situation actuelle de l'écologie et de comment les États ou même la population ne prend pas ça forcément au sérieux quand les scientifiques et d'autres organismes savent très bien que la situation actuelle niveau écologie c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf du tout, c'est même très grave. Et dans le film ça prend forme de deux astronomes qui découvrent qu'une comète arrive en direction de la Terre et qu'il faut l'éliminer par tous les moyens possibles, mais personne ne les prend au sérieux, que ça soit au niveau des journaux télévisés, quand ils veulent essayer de faire passer leur message, que ça soit au niveau de la présidente, etc. Donc c'est un film qui peut à la fois plaire et pas plaire. Moi j'ai bien aimé, il y a eu des moments qui m'ont fait sourire, des moments où je me suis dit ah oui en fait franchement c'est une satire mais parfois c'est... Enfin, parfois dans la réalité il peut y avoir des moments assez semblables, donc je t'avoue que moi j'ai bien aimé. Donc je pense que c'est un peu un film t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas je te le conseille si ça t'intéresse. Ensuite, rien à voir, je suis allée voir le nouveau Disney, donc Encanto, donc je crois que c'est ça, La famille Madrigal, qui est du coup un Disney qui se passe en Colombie et on va suivre du coup cette famille Madrigal. La particularité de cette famille c'est que chaque membre a en fait un pouvoir qu'il acquiert à un certain âge quand il est petit, sauf que on a un des membres de la famille qui n'a pas de pouvoir et qui du coup se sent un petit peu exclu, etc. Et on va arriver à un moment où le pouvoir, les pouvoirs de la famille Madrigal sont en danger et où il va falloir trouver une solution pour les garder et les conserver. Donc c'est un film que j'ai trouvé très mignon, ça parle beaucoup de famille, de liens familiaux, etc. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'était l'animation, genre les textures des cheveux, ça m'a assez impressionnée, ou même les mouvements des tissus, etc. Donc moi je te le conseille, j'aime beaucoup aussi les musiques qu'il y avait dans le film. C'est très mignon, il y a plein d'animaux dans le film, et c'est cool voilà, d'avoir un Disney en Colombie. Donc voilà, je te le conseille. Ensuite, j'ai regardé Spencer, qui est du coup un film sur Diana Spencer, donc Lady Di, princesse Diana, jouée par Kristen Stewart. Donc c'est quand même un film sur une partie de la vie de Diana, hein, une phase qui est pas forcément très connue, enfin très connue sur certains aspects. Ça va parler un peu de la pression qu'elle a pu avoir, de la pression qu'elle a dans la famille royale, de la pression qu'elle se met aussi, la pression qu'on lui met, de TCA, de dépression, etc. Donc c'est pas forcément des sujets très fun, mais j'ai trouvé qu'ils avaient été bien mis en scène. Et du coup ouais, ça permet, notamment pour toute la phase TCA, genre moi par exemple j'étais pas du tout au courant que voilà, la princesse Diana en souffrait, donc c'était, j'irais pas à dire intéressant à voir, mais c'était intéressant de voir cette phase de sa vie où elle se pose plein de questions, où vraiment Diana elle est connue quand même pour pas forcément comment
dire, être en accord avec toutes les traditions et tous les protocoles qu'il y a dans la famille royale, quoi, tout simplement. Au début, j'étais un peu dubitative de Kristen Stewart en Diana parce que je trouve pas qu'elle se ressemble tellement. Même dans le film, au début, j'ai eu un peu de mal, mais au fur et à mesure, ça allait. Surtout quand même que Kristen Stewart a bien chopé toutes les mimiques de Diana, pardon. Donc franchement, je trouve qu'elle a fait un bon boulot quand même, puis même pour rendre compte de toute l'atmosphère assez pesante qu'il y a à ce fameux repas de Noël à la famille royale. Dans la famille royale, c'était assez intéressant à voir. Donc voilà, je te le conseille si cette partie de l'histoire britannique t'intéresse. Pour le film du coup, j'ai oublié de te préciser un truc. Au bout d'un moment dans le film, ça commence à devenir un peu redondant les problématiques qui sont abordées. Donc je t'avoue que vers la fin, j'ai un peu raccourci mon visionnage, j'ai un peu sauté des passages et tout parce que ça devenait quand même assez redondant et je pense qu'au bout d'un moment, enfin, t'as compris quoi, ce qui se passe et tout. Et il y a aussi un parallèle entre Lady Diana et Anne Boleyn, qui est une ancienne reine britannique pendant la Renaissance, il me semble, oui. Donc voilà, il y a un parallèle un peu particulier avec ce personnage historique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Ensuite, j'ai regardé le film documentaire Super Size Me, qui est un documentaire qui commence à dater puisqu'il date de 2004, qui va revenir du coup sur les fast-food américains et notamment McDo. Donc c'est un journaliste qui pendant un mois va manger uniquement McDo en fait ça part d'un point de départ où il y a un procès entre des particuliers et McDonald's, et ces particuliers sont notamment deux ados en obésité et qui ont une santé assez catastrophique et qui accusent McDo de les avoir rendus malades tout simplement. Donc ce procès à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit et l'issue du procès a été que McDo du coup a gagné parce que les familles des deux ados ne pouvaient pas prouver stricto sensu que c'était vraiment que McDonald's qui les avait rendus malades. Bref, du coup le journaliste se dit pendant un mois il va manger McDo pour voir les effets que ça peut avoir sur la santé. Tu t'en doutes bien que les effets sont pas bénéfiques quand on parle de McDo. C'était après, comparé au McDo en France, il faut quand même se dire qu'aux États-Unis ils ont des tailles supplémentaires qu'on n'a pas. Les tailles basiques sont souvent plus grandes que les nôtres. Ils ont sûrement aussi des aliments ou des choses qui chez nous ne sont pas autorisées par rapport à nos règles alimentaires, etc. etc. C'est aussi un documentaire qui date de 2004, donc ça serait intéressant de voir un peu s'il y a eu vraiment des changements. Évidemment, on s'en doute que McDo c'est pas bon pour la santé, toujours aujourd'hui, mais je pense que ce serait intéressant voilà, de voir ça dans d'autres pays et de voir ça des années après. Donc je trouve que c'était un documentaire intéressant. Évidemment je me doutais de l'issue quoi, que forcément non, il allait pas avoir une santé de fer après avoir mangé McDo, donc je trouve ça intéressant. C'est un documentaire aussi qui est très vulgarisé, donc tu peux totalement comprendre sans souci, c'est très dynamique et le narrateur, comment dire, le journaliste a un peu la tchatche, donc c'est facile à suivre et c'est assez intéressant. Donc voilà. Ensuite, niveau documentaire, j'ai aussi vu sur Arte un documentaire sur Patti Smith, du coup qui est une poétesse, chanteuse, rock, punk des années 60-70, qui est considérée un peu comme la reine du punk, qui se développe et du coup elle va développer surtout sa carrière sur la scène new-yorkaise. C'est quand même une icône, donc normalement tu connais. Peut-être que tu as déjà vu cette couverture d'album, ou peut-être que tu connais la musique Because the Night, qui est sa musique la plus mainstream. Donc moi je trouve que c'est une artiste hyper intéressante.
J'avais lu notamment Just Kid, qui revenait justement sur ses débuts à New York, etc. Et c'était super intéressant, c'est super intéressant, le livre d'ailleurs, pour se rendre compte aussi des années 60 à New York, etc. Puisque les années 60 à New York, c'était pas comme aujourd'hui, hein, on s'en doute, mais vraiment il y a de grosses différences qui sont faites maintenant. Donc le documentaire était hyper intéressant, il revenait vraiment sur le contexte global, sur Patti Smith évidemment, vu que c'était un documentaire sur Patti Smith, sur son entourage, etc. Que ce soit avec l'artiste Mapplethorpe. Tu connais peut-être ses photographies, mais malheureusement je vais essayer de t'en trouver des diffusables sur YouTube. Parce qu'il y en a, YouTube ne va pas aimer, mais voilà, c'était vraiment un documentaire très intéressant, même si tu la connais pas, tu peux comprendre, donc vraiment, je te le conseille vraiment. T'as des parties avec des interviews, des anciennes interviews d'archives, etc. Enfin bon bref, c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment plongé aussi dans ces années-là, donc je te le conseille fortement. Et ensuite on va passer à la seule série, je crois que j'ai regardé ce mois-ci, qui est Tarkan, qui est du coup une série d'animation qui va reprendre le lore de LOL, de League of Legends. Donc ouais, ça reprend totalement l'univers du jeu vidéo. Pour autant, même si tu n'as jamais joué au jeu, tu vas pas être perdu au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, etc. Moi personnellement je connais LOL de loin, mais j'ai jamais voulu y jouer afin de ne pas devenir accro à LOL, voilà, tout simplement. Mais voilà, je connaissais de loin sans trop connaître les personnages, je connaissais un peu le principe, mais voilà, la série s'en détache quand même totalement, il reprend vraiment juste l'univers. Et on va avoir une opposition entre... je ne sais plus le nom de la ville, hein, donc je vais faire au mieux pour résumer. Mais en gros, dans cette ville-là, t'as la ville-ville et t'as la sous-ville, où c'est là un peu où il y a tous les méfaits, tous les délinquants, où en fait, toutes les personnes aussi pauvres se trouvent là-bas, donc super sympathique, donc forcément on va avoir des problématiques sociales qui vont être abordées dans la série. Mais en même temps tu as des ingénieurs ex-tech qui ont mis au point une nouvelle invention qui pourrait retourner un petit peu tout cet équilibre, qui pourrait faire de choses très positives comme de choses très graves, donc forcément... Voilà l'intrigue, je l'ai trouvé hyper intéressant, j'ai trouvé les dessins d'animation extrêmement beaux, j'ai beaucoup aimé le style de dessin et d'animation tout court, donc vraiment je te le conseille, même si t'es pas du tout jeu vidéo, même si t'es pas du tout... ouais, si t'es pas du tout jeu vidéo ou quoi, franchement je te le conseille quand même parce que c'est vraiment pas nécessaire, comme je t'ai dit, de connaître LOL, et franchement c'était très stylé à voir en vrai. Et évidemment, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans la saison 2. Ensuite, au niveau des lectures, donc ce mois-ci, j'ai fait une vidéo analyse sur Karrueche et Larnvo, donc j'essaierai de te mettre déjà dans le petit i la vidéo analyse, et en barre d'infos, je vais enfin essayer de te mettre tout ce que j'ai pu lire pour faire cette vidéo. Et puis il faut aussi que je mette ça dans la barre d'infos de la vidéo elle-même parce que j'ai encore oublié de mettre mes sources, mais bref. Voilà pour les lectures. Sinon, niveau culturel, je vais commencer par parler des catacombes pour finir parce que j'ai préféré. Donc je suis allée aux catacombes, je n'y étais jamais allée. Et je me dis vas-y, on va tenter, surtout qu'en tant que demandeur d'emploi, c'est gratuit pour moi. C'est gratuit d'ailleurs pour les étudiants en histoire de l'art, archéo, etc. À voir pour les autres tarifs, parce que je ne les ai pas tous en tête. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu payes le billet plein pot, je trouve, je n'ai plus le prix en tête, mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Parce que en soi, les catacombes, je sais pas si tu connais, mais en gros ce sont de grandes galeries avec des ossements quoi, partout. Et en fait, il y a très peu d'explications. Évidemment, c'est quand même la même chose, mais c'est surtout le manque d'explications qui m'a un peu dérangée au vu du prix. Et si tu veux réellement avoir des explications pendant tout le long de ta balade, il faut que tu payes un supplément pour l'audio guide, évidemment.
Voilà, donc quand tu commences ta visite, tu as des premières salles où il y a effectivement des explications mais assez succinctes et peut-être que voilà, tu as envie d'en savoir un petit peu plus quoi. Tu commences à te balader dans les galeries qui sont pour l'instant sans ossements et tu arrives à un nouvel espace où on t'explique un petit peu les recherches etc. qu'il y a eu, on t'explique un peu les ossements, tout ça. Mais je trouve ça pas forcément suffisant pour tout ce qu'il y a dans sous-sol quoi. Et après tu commences enfin ta déambulation au milieu des ossements. Évidemment c'est la mort, les ossements, les espaces restreints, genre si t'es claustrophobe, voilà si tout ça, ça te dérange, évidemment je ne te conseille pas les catacombes. Mais du coup ouais, j'ai trouvé que en gros t'as fini, en 1 heure c'est fini et t'as pas tant d'explications que ça, donc j'ai trouvé ça dommage et cher pour ce que c'est du coup. Et j'ai totalement oublié de te dire, mais du coup oui, si tu ne sais pas ce que c'est les catacombes, en fait ce sont des ossements qui sont rassemblés parce que fut un temps il y avait une grosse... il y avait énormément de morts quoi, dans Paris et les cimetières étaient bondés, du coup il a fallu rassembler... il a fallu faire de la place quoi, et du coup c'est un peu comme ça que sont créées les catacombes. Voilà, je t'ai fait un résumé très clac, mais voilà, pour avoir un peu de contexte quand même. Mais du coup ouais, j'ai trouvé ça un peu cher pour ce que c'était finalement. Donc voilà. Ensuite, on va enfin pouvoir parler d'une visite qui m'a beaucoup plus plu, qui est du coup le cinéma Méliès, qui se trouve au sein de la Cinémathèque française. Donc si j'ai bien tout compris, le cinéma Méliès a ouvert il y a pas si longtemps. Le musée s'appelle le musée Méliès parce que Méliès est un des premiers réalisateurs de films qui il a énormément apporté au cinéma français, etc. Peut-être que tu connais cette image de la Lune. Voilà, donc ça fait partie d'un de ses films. Donc c'était hyper intéressant de découvrir ça. Donc ça parle à la fois de la carrière de Méliès évidemment, parce que ça s'appelle le musée Méliès, et ça parle aussi du contexte général du cinéma, de ses débuts, jusqu'à ouais, aujourd'hui à peu près. Donc ça va aborder ça va pas rester centré que sur Méliès. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal d'explications, assez accessibles. Pareil, il y avait mon copain, en fait mon copain me sert de témoin pour savoir si les cartels sont compréhensibles ou non, si les explications sont adaptées à un public moins averti ou non, donc il a tout compris, c'est bon, donc c'est accessible. Il y a aussi des cartels à hauteur d'enfants, donc voilà, si t'as des petits frères, petits cousins, si t'as des enfants ou je ne sais quoi, c'est aussi accessible pour eux. Tu as aussi un passage en réalité virtuelle, donc tu mets le casque, etc. Et ouais, c'était assez ludique de faire ça. Ensuite, tu vas avoir voilà, des planches tu vas avoir pas mal de costumes, pas mal d'objets du cinéma. T'as pas mal de trucs interactifs aussi où tu peux toucher des objets, etc. ou les faire fonctionner. Ce qui est hyper cool, hyper ludique. Normalement, ce genre de choses est plutôt destiné quand même aux enfants, mais moi je suis toujours contente d'avoir ces choses-là, j'aime bien faire ces trucs, donc voilà. Il va y avoir aussi des costumes, des croquis de costumes, notamment ceux de Podane. Donc moi j'étais très contente parce que j'adore Podane de Jacques Demy, voilà. Il y a des planches qui ont servi pour faire l'intro de Star Wars, tout le storyboard, t'as des maquettes, des trucs comme ça et tout, donc vraiment hyper intéressant, hyper accessible. Il est ni trop long ni trop court, donc t'en as pas plein les pattes une fois que t'as fini, donc vraiment je te le conseille. Et si tu as moins de 26 ans, je te conseille d'y aller en nocturne. Donc les nocturnes c'est le premier jeudi de chaque mois, parce que comme ça te sera gratuit. Et l'exposition que j'ai faite aussi sera gratuite si tu y vas ce jour-là. Donc l'exposition c'est Cinémode, dont le commissaire d'expo est Jean-Paul Gaultier, et ça va être une exposition qui va mettre en lien la mode
Et le cinéma, on est la Cinémathèque française, c'est normal qu'il y ait quand même le cinéma. Donc ça va à la fois parler de vêtements, de la mode qui se retrouvent dans des films, mais aussi de costumes de scène, etc. Enfin de costumes de cinéma, etc. Par exemple, il y avait le costume de Superman, il y avait des robes très connues comme les robes Mondrian que tu peux retrouver dans, il me semble, dans Orange Mécanique ou ce genre de choses. Alors j'ai moins aimé cette partie parce qu'en fait il y avait beaucoup plus de monde à l'exposition et que c'était un peu compliqué de circuler. Et puis tout simplement, je pense que j'ai été aussi moins sensible. Les explications, moi, m'ont pas forcément plus intriguée que ça. Et notamment, il y avait aussi de gros cartels qui en fait citaient Jean-Paul Gaultier. Donc comme si Jean-Paul Gaultier te parlait à côté de l'œuvre, tu vois. Et en version orale, je pense que c'est super cool, tu vois. Mais en version écrite sur un cartel, ça faisait vraiment un gros bloc de texte et c'est pas trop attrayant et j'avais pas très envie de lire plus que ça. Et après au niveau des explications, il me semble pas qu'il y en avait des masses. Donc si t'aimes la mode, je pense que pour cette expo, il faut plus aimer la mode que le cinéma. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te la conseille, sinon c'est pas... je pense pas que ce soit une exposition majeure, en tout cas à mon sens. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour ce bilan culturel. Il me semble qu'il va être plus court que d'habitude, ce qui est un miracle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!